Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. Au cœur de notre décryptage cette semaine, le plastique. Rarement une matière aura connu une telle explosion de la production industrielle en si peu de temps. Symbole des 30 Glorieuses, considéré comme bon marché, pratique, léger, le plastique a provoqué une véritable révolution. Il est aujourd'hui présent dans tous les secteurs. Sa production mondiale se situe autour des 400 millions de tonnes, un chiffre qui pourrait être multiplié par 3 d'ici 2060. Rarement également, l'effet boomerang aura été aussi saisissant. La planète se retrouve littéralement envahie par le plastique, sous forme d'emballage ou de minuscules particules. Il y en a partout, sur Terre, dans les mers, les airs. La gestion des déchets est un business et provoque un fossé entre les pays. Un traité mondial contre la pollution plastique est en cours de négociation, mais révèle de fortes dissensions. Notre invité est ingénieur et responsable de l'association OceanEye. Avec son équipe, en s'appuyant sur une démarche participative, Pascal Hagman traque les microplastiques. Il contribue à la recherche scientifique en menant des campagnes de collecte et d'analyse d'échantillons d'eau. Selon la dernière étude d'OceanEye, les grands lacs en Suisse seraient aussi pollués que les océans. C'est l'histoire d'un gros malentendu. Il aurait été pensé à l'origine comme une alternative au papier pour préserver la forêt. Le sac plastique, fabriqué d'une seule pièce, sous sa forme moderne, a été mis au point au début des années 60 par l'ingénieur suédois Sten Gustaf Thulin. Lui le souhaitait, dit-on, aussi solide qu'un sac en textile pour un usage durable. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Il a été distribué à tour de bras dans les grandes surfaces et aujourd'hui, le sac plastique incarne véritablement la société du jetable. C'est donc aussi et surtout l'histoire d'un gigantesque business. Symbole de la consommation de masse, le plastique s'est progressivement immiscé partout après la Seconde Guerre mondiale. Il est même devenu chic lors des 30 Glorieuses. Le plastique est encore et plus que jamais présent dans tous les secteurs. La production ne cesse d'augmenter malgré la gigantesque pollution, le désastre environnemental et la menace sanitaire qu'elle engendre. Un problème mondial. Nathalie Boujard. Des déchets plastiques à perte de vue, de toute forme, taille, couleur, structure. Ils colonisent le globe jusque dans les endroits les plus reculés, comme ici, en Mongolie. Parfois, lorsque nous commençons à préparer nos viandes, nous trouvons de gros morceaux de sacs en plastique dans l'estomac des vaches et des chèvres. Les chevaux n'ont rien à craindre. Ils broutent loin, mais les vaches, les chèvres et les moutons mangent les sacs éparpillés, surtout lorsqu'ils commencent à manquer de nourriture. 353 millions de tonnes, c'était la production mondiale de déchets plastiques en 2019. Elle devrait passer à 1014 millions de tonnes en 2060, selon des projections. Ces débris envahissent les villes, leurs environs, étouffent des lacs. Des rivières chargées de milliers de tonnes de ces détritus finissent par se jeter dans l'océan. 20 tonnes de plastique sont ainsi déversées dans les mers chaque minute. Des déchets visibles à l'œil nu, mais aussi des microplastiques, pollution plus imperceptible. Ce chercheur colombien la traque jusqu'en Antarctique. Les microplastiques que nous trouvons aujourd'hui ne sont peut-être pas de notre génération, mais bien plus anciens. Nous laissons peut-être un autre problème aux générations à venir. Nous créons de nouveaux microplastiques. Cette pollution met en péril les écosystèmes, la biodiversité et aussi la santé humaine. Omniprésentes depuis un demi-siècle, les matières plastiques ont envahi tous les domaines de notre vie. Il faut avouer que le plastique, c'est assez pratique. Produit dérivé de combustibles fossiles, il est bon marché, léger et se décline à l'infini. La production a explosé depuis les années 1950. Elle est passée de 2,3 millions de tonnes à 460 millions en 2019. Elle devrait encore être multipliée par 3 d'ici 2060. Le plastique est surtout utilisé par les secteurs de l'emballage, du bâtiment et du textile. Près de la moitié de ces plastiques sont jetés au bout d'un mois. 50% de ces déchets finissent en décharge, 22% dans la nature, 19% sont incinérés et seulement 9% recyclés.
En 2022, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a lancé des négociations sur un nouveau traité international juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. Depuis, les négociations patinent. Deux camps s'opposent. Celui qui veut mettre fin à la pollution plastique en réduisant la production globale, et face à lui, certains États producteurs, souvent pétroliers, comme la Chine, l'Arabie Saoudite ou la Russie, qui préféreraient que le futur traité focalise sur les réductions des déchets. Pour faire face à la pollution plastique, l'humanité doit changer. Nous devons modifier nos modes de consommation, nos productions et la façon dont nous éliminons nos déchets. Telle est la réalité de notre monde. Le changement est inévitable. Ce traité, cet instrument sur lequel nous travaillons, en est le premier domino. Tous les écosystèmes, du fond des océans jusqu'à l'air que nous respirons, en passant par les sols qui nous nourrissent, sont affectés par cette pollution plastique souvent invisible et inégalement répartie au niveau mondial. Mais pour trouver un accord, les discussions seront ardues. Pascal Hagman, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, la matière plastique, vous la connaissez bien. Hein. Dans le passé, vous avez travaillé sur la question des plastiques à usage médical. Aujourd'hui, vous êtes responsable de l'association OceanEye qui se bat contre la pollution plastique. On va y venir. Tout d'abord, on est bien loin de l'ère « le plastique, c'est fantastique » et pourtant, on continue d'en produire. La production est même en augmentation. On ne peut plus s'en passer. Alors effectivement, ça devient difficile de s'en passer. On a commencé à consommer du plastique en 1950 pour consommer aujourd'hui près de 460 millions de tonnes de plastique. Alors comment est-ce qu'on explique un tel succès pour ce matériau ? Il y a principalement deux raisons. La première, c'est la diversité des produits qu'on peut faire. Aujourd'hui, on peut presque tout faire avec des matières plastiques. On peut faire des matières, par exemple, en fibre de carbone qui vont pouvoir être intégrées dans des composants d'avions ou alors des matériaux extrêmement souples. Donc cette incroyable diversité des matériaux qu'on peut réaliser avec du plastique, c'est un point. L'autre point, c'est les coûts relativement bas de production que permettent le plastique, notamment grâce à l'injection plastique, au thermomoulage. Donc c'est le fait de fondre des granulés de plastique dans des moules, ce qui est un procédé qui est particulièrement adapté à la production de masse, ce qui explique, voilà, ces deux raisons qui expliquent son succès. Donc le plastique, on en trouve partout, dans tous les secteurs. On n'a pas trouvé encore une matière équivalente. Non, alors on savait faire sans le plastique avant les années 50. On a surtout commencé à en consommer massivement depuis les années 80. Aujourd'hui, on cherche effectivement des matériaux alternatifs ou des plastiques biodégradables. Néanmoins, le marché que représentent ces bioplastiques est très limité. On parle de moins d'1% du marché du plastique. Le plastique se décline à l'infini. Est-ce que tous les plastiques sont incriminés ? Est-ce qu'il existe un plastique propre, entre guillemets ? Alors non, à ce jour, il n'existe pas véritablement de plastique propre. La plupart des plastiques qu'on produit aujourd'hui, si on les dissémine dans l'environnement, ils ne vont pas se dégrader, mais se fragmenter en petites particules pour devenir ce qu'on appelle les microplastiques, qui sont donc voilà, ces particules qui vont contaminer l'environnement, que ce soit tellurique, enfin l'environnement terrestre, l'atmosphère ou les océans. Avec la question des additifs, hein, par ailleurs. Et c'est toxique, là ? Oui, effectivement. Alors, les plastiques souvent sont composés donc d'un matériau de base, le polymère, qui compose le plastique, comme par exemple le polyéthylène, le polypropylène, le polycarbonate, plus certains additifs qu'on va ajouter à ces plastiques, un cocktail chimique, pour modifier ses propriétés. Par exemple, ajouter de la transparence, le rendre plus souple, faire en sorte qu'il ne puisse pas s'enflammer. Et ces additifs, souvent, sont des produits, enfin, certains de ces produits sont des produits classés cancérogènes ou comme étant des perturbateurs endocriniens. Et bien sûr, lorsqu'on dissémine ces plastiques dans l'environnement, on dissémine également ces additifs qui peuvent être ingérés par la faune et la flore, voilà, qui reçoit tout ce plastique. Un traité est actuellement sur la table des négociations. C'est un traité un peu qui vise à réduire justement cette pollution plastique. Les négociations sont difficiles, avec des positions des différents pays finalement très éloignées. Qu'est-ce qui bloque ? Alors d'abord, avant ce qui bloque, où est-ce qu'il y a un consensus ? Les 175 pays membres qui participent à ce traité des Nations Unies sur la pollution plastique sont d'accord sur le fait qu'il y a un problème avec le plastique. Ensuite, là où ça bloque, c'est quelles sont les mesures à prendre et quelle est l'ampleur qu'il faut leur donner. Grosso modo, il y a deux aspects. Il y a d'abord, bien sûr, la consommation. La consommation atteint aujourd'hui 460 millions de tonnes. Hein, c'est l'équivalent du poids de l'humanité. Ça représente l'équivalent de tous les êtres humains sur Terre. Si on les mettait à une balance, voilà, ça représenterait ça. Donc c'est bien sûr titanesque. On sait qu'elle augmente de l'ordre de 10% par an, ce qui fait qu'on prévoit une consommation de 1,2 milliard de tonnes d'ici 2060. Donc le premier enjeu, c'est réussir à faire infléchir cette courbe de consommation. Donc il faut légiférer sur les usages.
Le deuxième enjeu, c'est le traitement des déchets. Il faut savoir que moins de 30% des déchets plastiques ont été incinérés ou recyclés, ce qui fait que plus de 70% sont mis en décharge ou dispersés dans l'environnement. Et bien sûr, il faut mettre en place les infrastructures qui permettent le traitement de ces déchets. Dans la plupart des pays, les structures de traitement et de récolte de ces déchets sont lacunaires, voire totalement inexistantes. Et rapidement, avec le lobby aussi des pays producteurs de pétrole et donc de plastique. Effectivement, il y a lors de ces négociations également la présence des lobbies qui selon certaines, qui est fortement décriée par de nombreuses ONG pour influencer les décisions qui sont prises dans le cadre de ce traité. Alors la planète se retrouve littéralement envahie par le plastique sous forme d'emballage ou de minuscules particules. Les microplastiques sont partout sur Terre, dans les océans, dans les lacs et même dans les airs. Extrait de l'émission 36.9 de la RTS avec Christophe Ongar et Vanessa Babst. On retrouve du plastique presque partout, même si à première vue, ici aussi, le décor est celui d'une carte postale. Depuis quelques mois, ce chercheur analyse l'eau du lac Léman au large de Lausanne. Souvent, on pense que le plastique flotte et va rester à la surface, mais les particules vont être rapidement colonisées, par exemple par des micro-organismes. On a aussi des plastiques qui sont relativement denses aussi, qui va faire en fait que ces particules, elles vont flotter au départ et au bout d'un moment sédimenter et se diriger vers le fond du lac. Résultat de ces premières recherches, même à 30 mètres de profondeur, on retrouve des petits bouts de plastique. Polyéthylène, polystyrène, PET, PVC, plus petits qu'un millimètre, presque invisibles donc. Et il y aurait presque autant de microplastiques dans ce lac que dans nos océans. Encore plus idyllique vu de haut et surtout vu de loin. Le lac de Sassolo, lové dans les Alpes tessinoises à plus de 2000 mètres d'altitude. Des heures de marche, des dizaines de centimètres de glace, une expédition extrême pour récolter quelques échantillons d'eau et une poignée de sédiments. Des prélèvements destinés à l'Université de Genève. On a des particules, des fibres, des films, aussi des algues, mais c'est surtout les fibres et les fragments qui sorprennent. Ça vous a surpris, en tant que chercheur, de retrouver autant de plastique et ces plastiques-là dans un lac aussi élevé ? Alors, on s'y attendait un peu, mais l'ampleur de la contamination nous a effectivement surpris. Et justement, on s'est posé la question, mais d'où peuvent venir en fait, ces microplastiques et puis ces fibres? Alors, notre hypothèse est que ces microplastiques et fibres ont été transportés dans l'atmosphère et se sont déposés à la surface du lac et puis sur son bassin versant. Pascal Hagmann, on voit l'omniprésence de ces microparticules. Effectivement, on en trouve partout, jusque dans les roches, même en haute altitude. Oui, alors effectivement, le plastique, on en a consommé beaucoup, on en a perdu dans l'environnement, et lié avec ces mécanismes, ce qu'on appelle les mécanismes de transport, c'est-à-dire le vent, les courants marins, les pluies qui vont charrier ces déchets vers les cours d'eau, on a disséminé des plastiques absolument partout. Donc on en trouve dans les mers, dans les sols, dans les montagnes par le transport atmosphérique. On étudie la pollution des lacs de haute montagne par les plastiques qui arrivent par le vent. L'usure des pneus, par exemple, génère ces microparticules. L'usure des pneus également génère des microplastiques au même titre que l'usure des habits avec les fibres textiles. Et aujourd'hui, donc effectivement, le plastique est omniprésent. Donc ça, c'est le premier élément particulièrement inquiétant de la pollution plastique, c'est son omniprésence. Et le deuxième, c'est l'irréversibilité de cette pollution, puisque ces microplastiques, on est absolument incapable de les retirer de l'environnement. Vous venez de publier une étude sur les lacs en Suisse, lac Léman, lac de Zurich, avec des situations quand même particulièrement préoccupantes. Quel est le niveau de gravité ? Alors, dans notre organisation, ce qu'on sait faire, c'est mesurer des polluants. Donc, bien sûr, on mesure des concentrations de microplastiques à la surface des eaux, lac de Zurich, lac de Genève, de l'ordre de 5000 mg par kilomètre carré. La question à laquelle, bien sûr, il est difficile de répondre, c'est finalement quelle est l'ampleur du problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'existe pas de valeur seuil ou de norme qui va nous dire quelle est une pollution forte ou une pollution faible. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé ça à nos données de pollution marine et on arrive à la conclusion que la pollution du Léman et du lac de Zurich est du même ordre de grandeur que la pollution moyenne des océans, qui est considérée comme une problématique environnementale majeure aujourd'hui. Et donc, on pense que finalement, dans le lac Léman ou le lac de Zurich,
la problématique atteint aussi une certaine gravité. Oui, parce que ces microplastiques peuvent être ingérés ensuite par les organismes, donc les oiseaux, les poissons s'étouffent. Alors, dans le Léman, on n'a pas encore de preuves évidentes qu'il y a des oiseaux qui meurent ou des poissons qui meurent par étouffement ou blocage intestinal lié aux déchets plastiques. Néanmoins, dans l'environnement marin, c'est largement démontré. Hein. C'est ces images des oiseaux morts, l'estomac plein de déchets. Il y a bien sûr de nombreux animaux, des poissons qui ne sont pas sélectifs, qui ne savent pas faire la différence entre le plancton et le plastique, les organismes filtreurs comme les huîtres ou les moules qui ingèrent ces plastiques. Et donc le risque toxicologique sur la chaîne alimentaire est lié à cette ingestion. Et puis l'humain aussi, on en retrouve dans nos corps. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est capable de mesurer des microplastiques dans les poumons, dans le système sanguin, dans le placenta, dans la sève des arbres, voilà, il y en a absolument partout. Oui. Alors vous, à OceanEye, vous avez mis sur pied une démarche de science participative, parce que justement, vous dites, finalement, il faut quantifier tout cela. Comment vous procédez? On va vous voir aussi en images à l'œuvre. Vous équipez des navigateurs bénévoles. Voilà, alors effectivement, on a fait le constat qu'il existe des données sur cette pollution, mais on en manque toujours, bien sûr. On cherche à avoir une meilleure description de l'ampleur de cette pollution. Et finalement, on a relativement peu de données pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il faut envoyer des bateaux sur zone pour collecter des échantillons. Bien sûr, envoyer des navires de recherche, ça coûte relativement cher. Et la deuxième raison, c'est que les analyses en laboratoire sont relativement longues. Donc on a mis en place un projet qui essaie de contourner finalement ces deux aspects. Donc on a équipé des bateaux bénévoles, des navigateurs, principalement des navigateurs suisses et français qui traversent l'Atlantique, qui naviguent autour du monde. On les a équipés donc de filets qui permettent de collecter ces échantillons de microplastiques. Un filet manta, je crois. Voilà, on appelle ça un filet manta, exactement. Ils nous collectent des échantillons durant leur navigation, récupèrent ces échantillons qu'on analyse dans nos laboratoires. On produit des données et aujourd'hui on est un distributeur de données reconnu. On fournit la Commission européenne, on fournit le NOAA, donc c'est l'agence océanographique et atmosphérique américaine, on fournit le programme des Nations Unies pour l'environnement et j'espère bientôt aussi le ministère de l'Environnement du Japon. Et ça vous permet d'établir une cartographie. Alors la pollution constitue aujourd'hui un fléau mondial, un désastre écologique qui a fait surgir la question de la gestion des déchets plastiques et du recyclage. Une gestion complexe avec en toile de fond l'émergence d'un business très lucratif. Olivier Kohler. Des bénévoles s'activent pour dépolluer cette plage de Bali, paradis en péril, devenu l'un des symboles emblématiques de la pollution mondiale liée aux déchets plastiques. La pollution plastique affecte tout le monde, tout au long de la chaîne de valeur, depuis l'extraction du pétrole, du gaz et du charbon pour fabriquer du plastique, jusqu'à l'exportation des déchets vers des pays tiers où ils finissent par être brûlés ou se retrouvent dans des décharges. Les déchets plastiques produits par les pays industrialisés font le tour du monde. Rien que l'an dernier, l'Union européenne a exporté plus d'1 million de tonnes de déchets plastiques, essentiellement vers la Turquie, le Vietnam, la Malaisie et l'Indonésie, principaux pays recycleurs. Le recyclage du plastique, c'est un business très lucratif. Un marché mondial estimé à 40 milliards de dollars, une manne économique, mais aussi une plaie environnementale, comme ici en Turquie, devenu l'un des leaders mondiaux du recyclage. Il y a un sérieux problème de pollution de l'air et de l'environnement ici. C'est pourquoi nous sommes fermement opposés aux déchets importés d'Europe. On devrait se concentrer sur les déchets domestiques plutôt que sur les déchets importés. L'importation de déchets doit absolument être interdite en Turquie. Ce fléau environnemental entraîne des prises de conscience. Longtemps leader mondial du recyclage de matières plastiques, la Chine a mis fin en 2018 aux importations de certains types de plastique et d'ici à 2026, l'Union européenne ne pourra plus exporter ses déchets plastiques dans des pays hors de l'OCDE. Pascal Hagmann, la question de l'accumulation des déchets plastiques, là on est vraiment, c'est vraiment l'illustration des effets délétères de l'hyperconsommation. On est en plein dedans là. Oui, tout à fait. Je trouve ça absolument fascinant et sidérant d'imaginer qu'on peut aller au milieu des océans,
Et avec nos filets, voilà, on va sortir des microplastiques dans des régions absolument désertes où aucun être humain n'est allé, en tout cas où il y a eu très peu de passages. On est à des milliers de kilomètres des côtes des continents. On en trouve dans les glaces, dans les roches, vous le mentionniez. Puis la gestion des déchets plastiques avec la question du recyclage. Tous les plastiques ne se recyclent pas. Alors fondamentalement, tous les polymères pourraient être recyclés, mais il faut imaginer qu'on a une diversité de matériaux, qu'on a souvent des assemblages qui comportent plusieurs matériaux, et le recyclage nécessite la mise en place d'une filière, c'est-à-dire un matériau unique qu'on va pouvoir traiter pour reformer ces fameux granulés, ces fameux pellets qu'utilise l'industrie du plastique pour constituer des pièces. Donc aujourd'hui en Suisse, par exemple, on a une filière qui fonctionne bien, c'est le PET. C'est un produit qui est relativement pur, qu'on a en grande quantité, et où il y a une filière qui a été mise en place avec des centres des systèmes de collecte des déchets et des centres de traitement et de recyclage de ces déchets. Est-ce qu'on observe là une fracture nord-sud, une fracture, on va dire, aussi entre les pays qui disposent d'infrastructures et les autres ? Oui, alors bien sûr, il y a des différences d'infrastructures. Grossièrement, en Europe, dans les pays du Nord, on a construit beaucoup d'infrastructures de traitement de déchets. Alors, c'est pas seulement le recyclage, c'est beaucoup ce qu'on appelle la valorisation thermique, c'est le fait d'incinérer les déchets pour générer de la chaleur. C'est ce qu'on fait beaucoup en Suisse. On exploite la ressource énergétique du déchet plastique. Il y a de nombreux pays, plutôt les pays du Sud, peut-être qui ont besoin de moins de chaleur, qui peut-être ont moins de fonds à investir également dans les centres de traitement de déchets, où on met encore beaucoup de déchets en décharge. Et donc, quelque part, on n'exploite pas cette ressource, soit de recyclage ou de valorisation thermique, cette ressource énergétique que représente le déchet plastique. C'est vraiment des choix politiques. Hein. Il y a des pays, dernièrement, je me suis rendu en Afrique du Sud, qui est quand même un pays très développé de l'Afrique, où il n'y a aucun centre de traitement de déchets plastiques. Donc, tout part en décharge. La Chine, on l'a vu aussi dans le sujet depuis début 2018, est plus regardante sur les déchets qu'elle importe. Elle refuse certains plastiques. Là, c'est un signal ? Oui, c'est un signal, et je crois que c'est un bon signal. C'est une prise de conscience que chaque pays est quand même responsable des déchets qu'on génère. C'est quand même sidérant d'imaginer qu'on a produit une quantité d'objets dont on ne s'est pas posé la question du devenir et comment est-ce qu'on allait les traiter lorsqu'ils allaient devenir déchets. Donc je crois que c'est la responsabilité de chaque pays d'assumer les déchets qu'il produit. Et le consommateur, citoyen, que peut-il faire ? Alors en général, on mentionne toujours la règle des 4 R, donc c'est chercher à réduire sa consommation, essayer de réutiliser des objets plutôt qu'en racheter, réparer les objets en plastique dont on dispose, et bien sûr favoriser le recyclage. Alors de manière générale, c'est vrai qu'on aime bien toujours un peu, j'ai envie de dire, taper sur la tête du consommateur, mais il ne faut pas oublier non plus le producteur et surtout le législateur. Dans cette problématique, il y a 3 acteurs, il y a les producteurs, le consommateur et le législateur, et c'est aussi un choix politique, c'est aussi aux politiciens de mettre en place des mesures qui nous permettent, nous consommateurs par exemple, d'avoir le choix de réduire. Aujourd'hui, si on va au supermarché, ce n'est pas forcément évident de ne pas consommer de plastique. Pascal Hagmann, merci infiniment. Merci à vous. Avant la prise de conscience du fléau que représente la pollution et la difficile gestion des déchets, la fascination pour le plastique dans les années 50 à 70 a presque été totale, ce qui n'a pas empêché les premières critiques. Voici un florilège d'archives de la RTS qui reflète l'esprit d'une époque. Une solution miracle. Gadget de cuisine ou récipient alimentaire si pratique, le plastique est entré dans tous les foyers. Comment un biscuit sans cuire, c'est-à-dire que là, vous allez simplement appliquer votre couvercle sur le haut du récipient et d'une simple pression de pouce, c'est étanche et c'est hermétique. Symbole des 30 Glorieuses, il a fini par provoquer une révolution dans une société d'après-guerre fascinée par la modernité. Je vous en avertis d'entrée de cause. Cette machine-là, ce n'est pas Tinguely qui l'a faite. C'est une machine à fabriquer les nouvelles bouteilles de lait en plastique. L'allure générale, vous le verrez à loisir, est gracieuse et sobre. La matière d'un blanc teinté de crème est semi-rigide, très solide, assez translucide pour permettre un contrôle de niveau. On l'attrape facilement, on la tient très bien grâce à sa forme étudiée. Elle a une taille de guêpe. D'utile, le plastique est même devenu chic. Il fallait s'y attendre. Matériau roi de l'emballage et du conditionnement, la matière plastique, sous la haute direction du tacticien Paco Rabanne, a enlevé cette saison de nouveaux bastions. Jamais sans doute le polystyrène et le chlorure de vinyle ne s'étaient trouvés en aussi agréable compagnie. Mais très vite aussi, le plastique a été critiqué.
surtout à partir des années 70, au moment où naissait au sein de la société une conscience écologique. Emballage miracle des grandes surfaces de vente de notre temps. Indestructible, ou presque. Encombrant, envahissant, polluant. Cette fameuse bouteille est-elle vraiment au-dessus de tout soupçon? La bouteille de plastique, c'est bien passé léger, mais c'est un inconvénient pour la destruction. On ne sait pas qu'en faire, on les accumule, on a toujours plus de détritus. Dans sa trajectoire fulgurante, le plastique n'était déjà plus fantastique. Un grand merci d'avoir été avec nous. Géopolitis, c'est une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde. Retrouvez-nous en tout temps sur notre chaîne YouTube ainsi que sur les différentes applications. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.